Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui, nous parlerons de l'Internet des objets avec Yanis Cotard, qui est président d'Altior. Alors, il accompagne les entreprises dans leur virage IoT et je lui poserai notamment la question de la pertinence de se lancer dans ce type de projet et quelles sont les conditions à réunir pour éviter l'accident industriel. Ensuite, au cœur de cette émission, nous débattrons des technologies de l'éducation. La période de confinement a tout à la fois fait ressortir une évidente impréparation du système éducatif, une inadaptation, peut-être même une vétusté des objets numériques pédagogiques, voilà qui ouvre un boulevard aux startups du numérique qui sont gorgées de projets disruptifs. Alors va-t-on assister au décollage fulgurant peut-être des EdTech en France pour la rentrée scolaire? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités qui sont déjà ici en plateau. Marie-Christine Levet, vous êtes fondatrice d'EduCapital, premier fonds européen dédié à l'éducation et l'e-éducation. Aude Guénaud également avec nous, PDG et fondatrice de Plume, un outil numérique interactif pour les enfants de 8-12 ans. Et Jacques Rosselin, directeur d'une école, de l'école du nouveau journalisme, de l'EFJ, et donc utilisateur, peut-être même client de ces EdTech. Et avec nous également en plateau, bien sûr, Victoire Sicora qui nous présentera ces news dans quelques minutes. On partira aussi à la conquête de l'espace et puis on va sortir de l'oubli des pauvres robots encore confinés. Mais avant toute chose, j'aimerais donc que l'on réponde à cette question dans Smart Tech. Pourquoi et comment intégrer l'IoT dans un business? Alors reconnaissons qu'on voit un peu tout et n'importe quoi en matière d'objets connectés. Pourtant, je ne connais pas d'entreprise qui investisse pour le seul plaisir de lancer un gadget inutile. Alors, quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons de se lancer dans ce type de projet? Quels sont les préalables pour éviter la pantalonnade? Bonjour Yanis Cotard. Je compte sur vous pour nous éclairer sur cette question. Vous êtes président d'Altior, je le disais. Vous possédez un laboratoire R&D dans lequel vous concevez et vous fabriquez des objets connectés pour les entreprises. Expliquez-nous ce qui justifie aujourd'hui d'impulser un virage IoT quand on est une start-up, une PME ou même une grosse entreprise. Bonjour Delphine Sabatier, merci pour cette question. Effectivement, nous, on a un laboratoire, aussi de production, donc on est un expert de la digitalisation à travers des objets connectés. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que nous, et c'est très important de se poser la question, c'est qu'on estime que la révolution de l'objet connecté, c'est la même que celle qu'Internet qu'on a vécu. Donc en 95, on n'avait que quelques sites web, on avait quelques entreprises seulement utilisaient les adresses Internet et aujourd'hui, on n'imagine même pas vivre sans la connectivité. Il faut se rendre compte que c'est la même chose au niveau des objets connectés et que le virage va être aussi puissant. Qu'est-ce que ça a de spécifique de lancer un projet d'objets connectés dans une entreprise? En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on a vu beaucoup d'échecs, effectivement, c'est qu'au départ, c'était plus une mode de gadget parce que la techno permettait de faire des trucs sympas et pour les early adopters, on faisait des produits qui étaient un peu des nice to have. Aujourd'hui, c'est plus le sujet. Aujourd'hui, un objet connecté qui n'est qu'un gadget ne rencontre pas son marché. Les seuls objets connectés aujourd'hui qui réussissent à prouver la véracité d'un business model sont des objets qui répondent à des vraies problématiques. Le problème, c'est que souvent, on a dans les entreprises des départements innovation qui se lancent dans leur coin, dans le développement des produits, sans se poser la question de ce qui est vraiment le besoin de l'utilisateur. L'objet connecté, c'est pas un objet au catalogue. Ça s'inscrit dans une stratégie digitale globale de l'entreprise. Si vous n'avez pas la direction, le marketing, la communication, les équipes commerciales à côté de l'innovation, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment que ce soit un projet d'entreprise et pas uniquement un projet de l'équipe innovation qui se fait plaisir. Alors, il y a effectivement la question à se poser au préalable, quelle est ma problématique? Et vous nous direz peut-être quelques mots sur les projets les plus fréquemment demandés aujourd'hui en matière d'objets connectés. Mais moi, j'avais une question aussi sur la sécurité, parce que à chaque fois que je vais dans une conférence de hackers, on me montre des objets connectés qui sont des passoires, en fait, qui servent de passerelle aux cyberattaquants. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui est désormais un peu mieux pris en compte?
Ouais, bien entendu. Aujourd'hui, il y a pas un objet connecté qui est développé sans aborder le sujet de la sécurité de manière forte. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'écueils déjà. Bon, l'objet connecté, c'est un nouveau monde, hein. C'est les premiers objets connectés, c'est en même temps que le premier smartphone. Donc c'est 2007. C'est un métier qui a même pas 15 ans. Au début, clairement, il y avait des vraies failles de sécurité sur les objets. Et on en a même vu encore récemment. D'ailleurs, c'est assez hallucinant ce qu'on a vu récemment de sociétés comme Amazon qui rachètent Ring et qui se posent pas la question de la sécurité. Aujourd'hui, on a des vrais sujets de sécurité. Puis on a une loi qui arrive, hein, donc basée sur. Bon, c'est toujours les Californiens qui sont précurseurs en la matière, mais on a une loi très très contraignante qui arrive et qui va nous obliger à vraiment traiter ce sujet de sécurité. Bon, bah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si vous employez le terme de contraignant. Marie-Christine Levet d'Educapital, vous aviez une question ou une réaction peut-être sur cette stratégie objet connecté ? Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'objets connectés qui n'ont pas marché dans les dernières années, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de gadgets et d'objets connectés qui voulaient finalement tout faire. On se rappelle du lapin Nabastag, qui était pourtant fait par un inventeur génial et qui voulait à la fois faire la météo, la radio, et je pense que tous avaient trop d'usages. Et voilà, je pense que ceux qui marchent sont ceux qui répondent vraiment à un usage et une fonctionnalité précise. Et par exemple, dans le domaine de l'éducation, qui est mon domaine, nous avons investi dans une société qui s'appelle l'Uni, qui développe une petite radio pour les tout petits, dont on a un objet connecté mais sans écran. On fait très attention à ne pas mettre les tout petits devant des écrans, et qui leur permet donc de choisir l'histoire qu'ils veulent entendre, de choisir leur personnage, de choisir le lieu, donc de personnaliser leur histoire. Et derrière, il y a un store, et cet objet connecté remporte un vif succès puisqu'il répond à vraiment un usage bien précis. Yanis Altior, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse de l'objet qui doit répondre à un usage précis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et vos réponses sur cette question du lancement de l'IoT en entreprise. On va enchaîner tout de suite avec les news qui ont retenu l'attention, en particulier de notre Victoire Sicora. Bonjour Delphine. Bonjour Victoire. Côté matériel, alors on a Bosch qui a dévoilé hier un concept de vélo futuriste. Oui, c'est à l'occasion du 10e anniversaire de son système de motorisation pour VAE que Bosch a dévoilé le Design Vision. C'est un tout nouveau concept de vélo électrique. Si pour l'instant ce dernier n'est qu'en stade expérimental, il pourrait très bien voir le jour dans quelques mois. Et alors, qu'est-ce qu'il a d'innovant, ce vélo ? Alors, ce e-bike disposerait d'un écran tactile qui ferait office d'ordinateur de bord, ainsi que de l'ABS, un système de freinage à haute performance qui reposerait sur des freins à disque hydraulique. La batterie de 625 kWh, quant à elle, serait fondue dans le tube principal et 100% amovible. Et côté logiciel, alors vous vous intéressez à Waze qui change d'interface, enfin peut-être. Et oui, parce que l'interface originale de Waze était jusqu'ici un dérivé du skeuomorphisme. C'est assez compliqué, c'est un principe de design aujourd'hui qui est complètement désuet, qui consiste à reproduire des éléments du réel dans une interface virtuelle. Pour faire simple, vous avez une fausse impression de relief. Et là, du coup, Waze se convertit au flat design. En effet, ils ont lancé une nouvelle version de l'application Waze avec des icônes simplifiées, un nouveau logo et une nouvelle police. Quant aux boutons de signalement et aux avatars, ils passent tous à un design plus épuré. La prochaine étape, le dark mode, prévu normalement pour l'an prochain. Pas trop tôt. Alors, sur les sociétés, alors là, on a WeChat et TikTok qui sont victimes d'une guerre entre Pékin et New Delhi. Oui, la frontière entre la Chine et l'Inde est le sujet d'un conflit entre les deux pays. Un conflit qui a basculé en début de semaine dans des affrontements très violents à propos du contrôle de la région de l'Aksai Chin, un conflit humain qui vire au conflit numérique. Et là, les applications sont utilisées comme des moyens de pression. Oui, le gouvernement de Narendra Modi a interdit 59 applications chinoises accusées de voler et de transmettre clandestinement les données des internautes indiens à l'extérieur du pays. Parmi les applications interdites, on retrouve sans surprise WeChat, Weibo, Clash of Kings ou encore TikTok. C'est un vrai coup dur pour TikTok qui compte 200 millions d'utilisateurs en Inde. Bon, on va parler un peu des Parisiens. On a les enchères de la 5G qui sont prévues en septembre, mais nous, on attend toujours la 4G dans le métro. Alors, 8 ans après le lancement de la 4G, la RATP vient d'annoncer que 100% du métro parisien est désormais couverte par la 4G. Pour relever ce défi, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free ont installé 321 sites dans 304 stations souterraines. Parce que ça prend beaucoup de temps, en fait. Oui, les contraintes techniques sont énormes. Il est très complexe d'installer les antennes dans un environnement soumis à de fortes chaleurs
l'heure et les opérateurs ont dû principalement travailler de nuit, bien sûr, afin de ne pas bloquer le trafic. Ce sont 300 km de câbles qui ont dû être tirés. Pour vous donner une idée de l'ampleur du défi, le métro de Londres, lui, ne sera équipé en 4G qu'au milieu de la décennie. Merci beaucoup Victoire pour ces informations. C'est l'heure de passer à notre débat avec les spécialistes en plateau. Technologie de l'éducation. Va-t-on assister au grand décollage? Alors j'ai autour de moi 3 spécialistes qui incarnent chacun une facette finalement différente du sujet. Des EdTech, on a un fonds d'investissement qui est vraiment dédié aux technologies de l'information. Avec vous, Marie-Christine Levet. On a également un outil numérique disruptif, vous allez nous le prouver. En tout cas, il est éducatif avec Aude Guénaud de Plume. Et puis un utilisateur, directeur d'école, en la personne de Jacques Rosselin. Alors ma première question est pour vous, Marie-Christine Levet. En tant que fondatrice d'EduCapital, le premier fonds européen spécialisé dans l'éducation et e-éducation, quel regard avez-vous porté là sur la continuité pédagogique pendant le confinement en France? Est-ce que vous avez été surprise agréablement ou au contraire très fâchée? Alors cette crise, elle a quand même été un véritable catalyseur. Elle a entraîné une accélération très forte de tous les usages de l'e-éducation. Le monde entier a basculé dans l'EdTech, puisqu'en quelques jours, 150 pays ont fermé toutes leurs écoles et 1,3 milliard d'élèves et de jeunes se sont retrouvés chez eux, expérimentant les produits EdTech. Alors c'est vrai que elle a montré malheureusement que beaucoup de pays étaient totalement impréparés face à ce grand bouleversement. Et en France, la continuité pédagogique a eu du mal à marcher, parce qu'on faute d'investissement dans ce domaine depuis des années, faute aussi de formation des professeurs. Mais finalement, le système D s'est installé. Je pense parents, élèves, professeurs ont utilisé les outils. Alors, ce qui est très dommageable, c'est que les grands gagnants de ce système D, c'est quand même les GAFAM, puisque les profs ont fait des cours sur YouTube, les parents ont mis en place des boucles WhatsApp, et on a tous été sur Zoom ou Microsoft Teams. Donc, mais je pense que c'est un grand déclencheur et un grand accélérateur de ce secteur de l'EdTech, puisque avant tout les barrières psychologiques sont tombées, les tabous sont tombés, et on s'est rendu compte qu'on pouvait apprendre et enseigner à distance. Et trouver de nouvelles méthodes éducatives, ça on en parlera. Aude Guénaud, vous êtes PDG, je disais, fondatrice de Plume. Vous, votre outil, il s'adresse plutôt aux 8-12 ans et l'idée c'est de les aider à renforcer leur apprentissage de l'expression écrite en faisant créer des comptes. Alors vous allez expliquer ça beaucoup mieux que moi, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'apport du numérique dans l'apprentissage? Eh bien, en fait, ce que je peux dire sur le numérique, donc j'ai fondé Plume il y a 2 ans, après avoir enseigné pendant 12 ans les lettres modernes, donc je suis enseignante. En fait, l'outil numérique, il est vraiment vecteur d'une plus grande égalité. Parce que aujourd'hui, on constate que 97% des enfants ont accès à un outil numérique, alors qu'ils sont presque 20% à avoir accès à un livre. Donc en fait, l'outil numérique permet à des enfants de tous milieux sociaux d'accéder à des contenus qualifiés et extrêmement intéressants. Il est aussi intéressant parce qu'il est vecteur d'inclusion sociale pour tous les enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. Nous, par exemple, on développe une interface qui est spécifique pour les enfants dyslexiques. Par exemple, on a des polices spécifiques, on a la possibilité d'écouter les textes, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter des fonctionnalités et une interface qui va mettre tous les enfants dans des situations de réussite. Et c'est vraiment, je pense, le propre des outils numériques aujourd'hui et la force de certains produits EdTech de pouvoir mettre les enfants dans des situations de réussite. Donc, dans le cas de Plume, on a une application qui permet en fait aux enfants de compléter des histoires en ligne. Ils vont choisir le début d'une histoire qui est adaptée à leurs compétences. Et pour accéder à la suite, ils vont devoir eux-mêmes écrire. Et plus ils écrivent, plus ils sont incités à écrire. Et à la fin, ils vont même éditer leur propre livre. Alors, ils n'écrivent pas à la main, donc ils tapent sur Mais ils peuvent écrire à la main, en fait. Parce que l'idée, c'est pas du tout d'avoir un rapport clivant au numérique. Le numérique est vraiment au service du réel. Donc, si les enseignants, si les parents, si les enfants ont envie d'écrire à la main, c'est tout à fait possible. Ensuite, il suffit de prendre une photo de ce qu'ils ont écrit. Mais en revanche, des enfants qui, par exemple, ont une AVS ou ont besoin du correcteur, etc., ont besoin de dicter une assistante de vie scolaire, eh bien, ils ont la possibilité de le faire avec l'interface numérique. Jacques Rosselin, vous dirigez la nouvelle école du journalisme, l'EFJ. Pendant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé dans votre école ? Eh bien, comme vous l'avez dit, il y a eu continuité pédagogique. Je pense que des écoles dans le supérieur et des écoles professionnalisantes, comme l'EFJ,
ça s'est fait peut-être plus naturellement que dans l'école, dans l'éducation nationale par exemple, ou au lycée. Moi j'ai une fille donc qui a elle fait des cours aussi sur son lycée parisien. Donc j'ai vu la différence. Nous en fait ça s'est bien passé. Et alors je pense que cette histoire de crise sanitaire, ça a été vraiment le coup de massue qui rend lucide, c'est-à-dire on a tout à coup découvert des tas de choses sur ce qu'on enseignait et sur les métiers qu'on enseignait. Je pense que ça a été salutaire. C'est pas qu'une découverte d'outils, c'est ça? C'est une découverte de mode d'apprentissage aussi? C'est une découverte de mode d'apprentissage, c'est une découverte finalement du fond du métier d'enseignement du journalisme. Finalement, qu'est-ce qu'on enseigne? C'est quoi qu'on enseigne aux étudiants? Et on a été obligé en fait de remettre en question les différents cours, puisqu'on a dû les refaire assez vite avec... alors un outil qui s'appelle Live Class, voilà, je ne fais pas de promotion là, mais... Non, mais on peut citer des outils. Mais voilà, et finalement, avec cet outil, on a été obligé de repenser nos cours, notre pédagogie, et finalement les métiers auxquels on forme, les compétences qu'on veut donner aux journalistes qui sortent de l'école. Donc ça a été franchement salutaire, et c'est le distanciel en fait dont on parle aujourd'hui, parce que les EdTech, elles existaient avant à l'EFJ, mais c'est en fait le distanciel, le fait d'avoir à enseigner à distance qui a été le véritable déclencheur de tout ça. Du coup, moi, ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pas seulement une question de budget ou d'équipement. Marie-Christine Levet, on sait que la France, elle dépense beaucoup déjà pour l'éducation, sans doute plus d'ailleurs que la plupart des pays de l'OCDE. Est-ce que, selon vous, on a un problème d'investissement ou c'est pas la question? Alors, on a 3 problèmes en France. Le premier problème, ça a été le problème de formation quand même des profs. Oui. Les profs n'ont pas été assez formés au numérique. Ça fait 20 ans que l'Internet existe. Voilà. Donc il y a urgence à reformer les profs. Et d'ailleurs, on peut utiliser pas mal d'outils nouveaux pour former les profs. Donc ça a été un des problèmes dans cette période de confinement, c'est que beaucoup de profs n'étaient pas formés à l'utilisation de ces nouveaux outils. Le deuxième problème, c'est qu'il faut investir dans l'innovation pédagogique. C'est tout à fait ce qui a été dit. Dans les années passées, on a beaucoup investi dans l'équipement. C'est-à-dire on a donné des tablettes, on a donné des ordinateurs, il y a eu des tableaux blancs interactifs. X-plans, tablettes, on a dépensé 2 milliards dans ce domaine. Ouais. Et on a très peu investi, quelques dizaines de millions, dans l'innovation pédagogique. C'est comment c'était nécessaire, c'était quand même un passage nécessaire, cet investissement matériel? C'était peut-être, aujourd'hui ça l'est plus, puisque 97% des jeunes sont équipés. Par contre, effectivement, il faut équiper ceux qui n'ont pas la chance d'être équipés, mais la plupart sont déjà même mieux équipés dans leur famille que ce que l'école peut leur donner. Donc il faut investir dans l'innovation pédagogique, c'est comment on repense la pédagogie avec le numérique, comment on fait des nouvelles activités avec le numérique. Et voilà, et c'est un investissement nécessaire qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui, parce que ça a été le parent pauvre des investissements. Mais on l'investit comment, alors, cette innovation pédagogique? Alors, moi, ma conviction, c'est que cette innovation pédagogique, elle viendra du travail entre le monde de l'éducation et le monde de start-up, comme Plume, des start-up plus innovantes, plus agiles. C'est vraiment ce partenariat, cet écosystème qu'il faut créer, un nouvel écosystème entre l'éducation nationale et des start-up innovantes pour développer des choses nouvelles. Et c'est souvent des start-up qui travaillent souvent avec le monde de la recherche aussi. Parce que les sciences cognitives, par exemple, nous ont appris que chacun apprenait de manière différente. Et un des gros avantages de la technologie au service de l'éducation, c'est vraiment de pouvoir faire un apprentissage personnalisé. C'est ce qu'on appelle l'adaptive learning. C'est un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chacun apprend. Et donc qui permet de fortement réduire le décrochage scolaire. Et alors le troisième problème de la France? Alors la formation, l'innovation est quand même un manque d'investissement. Parce que vous avez dit, on a investi un manque d'investissement dans ce domaine, à part les outils. On a dû investir une dizaine de millions par an dans l'innovation pédagogique. Si on compare avec la Chine investit 4 milliards par an sur la tech. Les enfants chinois n'ont eu aucune rupture de continuité pédagogique. Donc il faut rattraper notre retard. Donc c'est déporter une partie du budget déjà consacré à l'éducation vers l'EdTech, vers l'innovation. Il y a des budgets consacrés, il y a des budgets au ministère, il y a des budgets dans les équipements, il y a des budgets dans les livres scolaires qui sont souvent peu utilisés. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut laisser le professeur, donner la liberté pédagogique au professeur et le laisser choisir l'outil ou le support qu'il veut. S'il veut garder du papier, qu'il garde du papier. S'il veut passer au numérique, qu'il passe
au numérique. Voilà, il faut beaucoup plus rapprocher l'investissement et l'achat de celui qui l'utilise. Ouais. Alors là aussi, donc plus personnalisé, ce qui doit être compliqué au niveau, à l'échelle, j'imagine, de l'éducation nationale. Aude Guénaud, est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux en matière de pédagogie avec les outils du numérique ? Ben oui, je pense que tout à fait, on peut faire beaucoup mieux. Enfin, je souscris totalement à ce que dit Marie-Christine Levé. Mais concrètement, sur l'adaptive learning, etc. Mais moi, je pense que, en fait, placer l'innovation au cœur des dispositifs pédagogiques, c'est ce qui va permettre de lutter pour un certain nombre de problématiques, notamment la fracture numérique. On l'a très bien vu pendant le confinement. Il y avait des enfants qui n'avaient aucune conscience des usages numériques, c'est-à-dire se connecter, naviguer sur un outil, tout ça, ce sont des choses qu'on doit apprendre. Et les enfants qui n'ont pas, en fait, on parle d'illettrisme numérique, les enfants qui n'ont pas conscience de ces usages et qu'on n'accompagne pas dans ces usages-là, demain, en fait, ils seront défavorisés par rapport aux autres. Alors, ils ont tous des smartphones quand même, exactement. Des tout petits, peut-être même un peu trop tout petits. C'est pas la même chose de disposer d'un smartphone et de pouvoir utiliser des fonctionnalités, avoir un certain regard critique, protéger ses données, aller dans un champ spécifique, envoyer un document, etc. Travailler vraiment le numérique. Sur la culture de l'utilisation. Et donc ça, c'est super important. Et sur ce que vous évoquez sur l'adaptive learning, nous, on travaille avec le CNRS. C'est évident que adapter très concrètement les contenus pédagogiques pour les enfants, c'est un sujet sociétal majeur. Nous, dans notre cas, on travaille sur comment est-ce que quantitativement et qualitativement le texte d'un enfant il est meilleur, comment on peut évaluer l'impact de nos solutions sur la progression en expression écrite. Ce sont les solutions de demain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à des problématiques de décrochage scolaire sans réellement investir dans de la recherche et proposer ces outils concrètement aux enseignants qui sont en demande de ces usages. Moi, j'entends personnalisation. Il y a aussi la question du collectif, parce que finalement, on s'aperçoit en France que dans les classes, chacun est assis à sa table et écoute le professeur, le maître ou la maîtresse, et qu'il n'y a pas assez de créativité. En tout cas, on ne génère pas assez de créativité au sein des classes. Ça, je ne sais pas si le numérique peut apporter une réponse. On l'a déjà évoqué dans Smartech. Moi, je voulais aussi préciser, Jacques Rosselin, vous n'êtes pas seulement directeur d'école et client des EdTech, mais vous êtes aussi un des pionniers du numérique. Vous avez lancé Canal Web, on s'est connus à cette époque, qui était une des premières chaînes télé sur Internet. Voilà. Quelle est votre vision, vous ? Alors là, je vous fais appel à votre aspect visionnaire de l'éducation demain. Comment vous voyez les choses avancer ? Je reviens sur cette question de distanciel et finalement la question qu'on devrait se poser, c'est finalement de savoir quel cours il faut donner en présentiel. Parce que à quoi sert le présentiel ? Et quand on refait les innovations pédagogiques, des réunions sur comment on va s'organiser, comment on organise les cours, etc., en fait, on se rend très vite compte qu'on peut faire énormément de choses chez soi. Alors bon, on est parfois dérangé, il y a parfois des problèmes domestiques à la maison, et là, il y a une fracture sociale aussi. Alors là, beaucoup plus importante, effectivement, que celle du numérique. Mais voilà, à quoi sert finalement d'être ensemble et à quoi sert finalement l'interaction prof-élève. Mais je pense que beaucoup de choses et plus de choses peuvent être faites à distance. Moi, je m'en suis rendu compte. Un truc très simple. On a des profs qui viennent à Levallois, dans notre campus de Paris. On en a à Bordeaux aussi. Mais ils viennent et donc ils ont des contraintes effectivement de déplacement. Aujourd'hui, le distanciel, le développement du distanciel à l'EFJ, il nous permet tout à coup d'avoir des profs étrangers, des profs qu'on n'aurait jamais osé solliciter parce qu'ils sont en Suisse, parce qu'ils sont en Belgique, parce qu'ils sont aux États-Unis. Et ça, c'est absolument génial. Autre chose, par exemple, il y a des tas de cours en distanciel qui sont accessibles dans d'autres écoles du groupe. Pourquoi ne pas donner accès à ces cours aux étudiants de l'école de journalisme ? Donc on multiplie l'offre, on multiplie la qualité de l'offre parce qu'on peut sélectionner des profs, y compris qui sont loin. Donc ça, le distanciel apporte énormément de choses. Donc moi, je suis un militant du distanciel
potentiel, mais en même temps, il faut qu'on réinvente le présentiel. Ça sert à quoi d'avoir 30 gus dans une salle de classe? C'est un peu la même question que ce qu'on se pose avec l'intelligence artificielle. C'est finalement, on redessine la place de l'être humain dans la société et aussi à l'école. Parmi les startups sur lesquelles vous misez chez Educapital, qu'est-ce que vous voyez comme projet vraiment qui prennent aujourd'hui de l'ampleur et qui pourraient s'imposer, peut-être pas en septembre, mais assez rapidement? Alors, il y a des grandes tendances, on en a parlé. La première grande tendance, c'est vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'utilisation des data pour donner justement cet apprentissage personnalisé. Alors, l'apprentissage personnalisé, c'est rien de plus que ce que faisait le prof de campagne quand il avait 3 élèves dans une classe. Sauf que là, on peut le faire à grande échelle. On peut le faire dans des classes de 30 et chacun peut avoir son programme qui lui permet de progresser. Et c'est ça qui réduit le décrochage. Le deuxième, c'est l'usage de tout ce qui est réalité virtuelle. Alors, soit avec des casques, le jour où les casques ont vraiment baissé de leur prix, mais ça va venir, soit en 3D. Et typiquement, nous, on a investi dans une société au Danemark qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Parce que c'est vrai que pour la chimie et la physique, il faut manipuler. Et il n'y a rien de pire que d'apprendre des formules un peu rébarbatives et finalement peu d'élèves. Alors, il y a des classes adaptées aujourd'hui qui permettent de faire des laboratoires, ça coûte cher. Donc, les élèves y vont très peu. Il n'y a pas assez de laboratoires pour que tout le monde puisse manipuler tous les jours. Ils y vont peut-être une fois par semaine. Et là, on a des laboratoires virtuels où on manipule, on fait ses expériences en 3D. Le prof fait une expérience, la partage avec ses élèves. Et ensuite, sans danger en plus. Voilà, sans danger. Et ensuite, c'est l'utilisation de tous les outils de gamification. Parce qu'il faut quand même voir que les jeunes aujourd'hui, 70% considèrent YouTube quand même comme leur premier moyen d'apprentissage. Ils sont dans cet univers de jeux de gamification. C'est utiliser cette gamification, mais sans tomber dans les excès, mais justement pour apprendre, pour faire des choses utiles. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vraiment le concept de la classe inversée. C'est-à-dire qu'on utilise le virtuel pour finalement faire le cours, le grand cours un peu d'amphi classique, où finalement il y a très peu d'interaction entre le prof et les élèves. Et par contre, on va en classe pour travailler en groupe, pour apprendre à collaborer, pour présenter son projet, pour faire finalement ce dont on a besoin dans la vie future et dans la vie du travail. Aude Guénaud, comment vous voyez la place du prof demain, donc du maître demain dans l'éducation plus numérique? Est-ce qu'il aura une place? Parce qu'il y a aussi des enseignements, absolument. Je pense à l'école 42 par exemple, où on a décidé que finalement le prof était l'empêcheur d'être créatif, quoi. Oui, tout à fait, mais je pense que à l'école primaire et au collège, donc là où j'ai enseigné, effectivement, la place de l'enseignant, elle appelle à être repensée, mais justement, l'enseignant, il doit devenir un spécialiste de la relation pédagogique avec l'élève, il doit être un spécialiste des dispositifs didactiques à mettre en place, et là est toute sa valeur. Je veux dire, aujourd'hui... C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'avoir une expertise dans des matières, dans certains domaines? Mais c'est ça qui permet en fait de mettre en place des dispositifs didactiques ultra performants. Mais aujourd'hui, nombre d'enseignants, nombre de collègues font des tâches qui apportent peu ou pas de valeur à leurs élèves. Ce dont on a besoin pour une classe plus juste et pour une société vraiment bienveillante avec les élèves sont des enseignants bien formés, avec des outils performants qui leur permettent de répondre aux besoins de tous leurs élèves dans la classe, qui est souvent chargée et qui a souvent des profils très diversifiés, en fait. Oui, Marie-Christine Levet. C'est vrai qu'il y a eu un faux débat, parce que cette crise, je trouve qu'elle a montré le rôle crucial du professeur. Parce que le décrochage, il a souvent été lié au décrochage avec l'école et avec son professeur, plus qu'avec le numérique. Et la technologie, elle est vraiment au service du professeur. Elle ne remplace absolument pas le professeur. C'est un faux débat. Elle est à son service pour lui permettre d'inventer cette... C'est vrai que si le prof décroche, là, pour le coup, l'élève ne peut pas du tout assurer la continuité. On va revenir quand même à la fracture sociale, quand même, puisque l'environnement à la maison, il est très important dans l'éducation traditionnelle. Et dans l'éducation numérique, il l'est encore plus, puisque finalement, il y a beaucoup de choses qui sont faites en tutoriaux, à la maison, etc. L'environnement familial et social, donc, il est clé. Et là, on s'est aperçu, là, effectivement, qu'il y a des différences. Oui, mais c'est pour ça que pour moi, dans les petites classes, le prof est clé. Et la technologie, elle doit être utilisée à l'école. Alors, bien sûr, oui, parce qu'il est à l'écoute, parce qu'il accompagne, parce qu'il connaît le contexte de ses élèves aussi. Grands, ils peuvent l'utiliser. Oui, et là, je dirais le fait d'être ensemble,
peut-être dans une classe, là, du coup, un rôle. C'est pour ça que les EdTech, je pense que c'est un terme très vaste. Alors, moi, j'entends mais les EdTech peuvent être en classe aussi. Oui, mais j'entends parler de primaire et de maternelle, de primaire, etc. Je pense qu'on ne peut pas traiter de manière complètement uniforme, d'un côté l'enseignement supérieur, le lycée, le collège et le primaire. Et alors justement, quand vous entendez donc, ces technologies, cette révolution de l'apprentissage, cette nouvelle formation des profs peut-être aux sciences cognitives davantage qu'aujourd'hui, tout ça, ça vous semble réaliste? Vous êtes directeur d'une école. Hein. Est-ce qu'on peut changer de modèle oui. Comme ça, là, rapidement? Bon, vous allez me dire non, rapidement, mais... l'enseignement supérieur ou l'enseignement professionnalisant et le reste. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, oui. On peut changer de modèle. On peut changer, on peut changer. Je pense que le plus délicat, ça sera de changer pour les petits. C'est là que se posent à la fois les problèmes d'accès à la technologie, les problèmes d'environnement familiaux, etc. Donc Alors, Aude Guénaud, justement, vous êtes plus tourné vers les plus petits. Oui. Quelles sont les conditions qu'il faudrait réunir pour qu'on ne soit plus juste dans le cadre d'une start-up comme Plume, mais que ce soit vraiment une révolution qui soit embarquée par l'ensemble de la nation? Alors, pour moi, ce qui est super important, c'est de mettre à disposition des enseignants des chèques, par exemple EdTech, pour leur permettre de souscrire, comme disait Marie-Christine Levet, hyper librement aux outils qui leur paraissent pertinents en fonction de leurs usages, en fonction de leur progression pour respecter leur liberté pédagogique. Des choses hyper concrètes qui vont leur permettre de mettre de l'innovation pédagogique dans les classes très concrètement. Et vous, Marie-Christine Levet, vous les voyez, les profs, vous les rencontrez, vous êtes en contact avec l'Éducation nationale Oui, alors comment ça se passe? Alors, il y a beaucoup de profs qui utilisent plein d'outils, qui font plein d'expérimentations, qui utilisent. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être des fois un peu réfractaires au numérique, souvent parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc je pense que la formation des professeurs est cruciale et je pense que ça sera l'une des priorités du ministère, de vraiment former les profs pour qu'ils apprennent avec le numérique et qu'ils apprennent aussi le numérique aux élèves. Et là, il y a des startups qui sont pertinentes là, sur la formation? Il y a des startups qui sont très pertinentes dans le domaine de la formation professionnelle. La France était quand même assez en avance. On parle des retards de la France, mais on était assez en avance dans le domaine de la formation professionnelle ou de la formation tout au long de sa vie. Il y a des startups comme Open Classroom ou 360 Learning qui sont vraiment des startups prometteuses dans ce domaine et on pourrait utiliser justement ces outils, un outil comme 360 Learning pour former les profs. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade de professionnalisation de la formation des profs, si je vous suis bien. Il y avait une statistique sur les journalistes qui disait, il y a un an ou deux, il y a un tiers des journalistes qui ne sont pas formés au numérique encore aujourd'hui en Europe. Un tiers des journalistes. Alors, ce n'est pas le cas, évidemment, à Bismart, j'imagine. Et sur Smartech, encore moins. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une statistique comparable pour... Mais là, ce qui était très intéressant pendant le confinement, c'est qu'on a touché non seulement des enseignants qui sont acculturés aux nouvelles technologies, mais on a aussi touché des enseignants qui, par la force des choses, ont dû s'y mettre. Et donc, moi, je suis dans beaucoup de groupes d'enseignants, étant enseignante moi-même, et en fait, les collègues disaient, c'est la meilleure formation qu'on ait jamais eue, c'est le confinement, parce que par la force des choses, on a dû forcer le destin et se mettre aux nouvelles technologies. Et peut-être aussi qu'ils ont eu un peu plus le temps de s'approprier les outils. Alors, Aude Guénaud, je crois savoir que vous aviez une annonce à partager avec nous en exclusivité dans Smartech. Et oui, on annonce du coup notre levée de fonds aujourd'hui. On est hyper heureux d'annoncer notre pré-seed qui va accompagner vraiment le recrutement d'une part, l'accompagnement à l'international d'autre part, et puis le développement de tout ce qui est machine learning. Vous êtes pour quelque chose, Marie-Christine Levet? Non, peut-être pour le futur. Exactement. Très bien, félicitations. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages sur ce sujet. Et puis juste après la pause, on va partir dans l'espace. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Avec nous, Marie-Christine Levet d'Educapital, Aude Guénaud de Plume et Jacques Rosselin de l'EFJ. On va totalement changer d'orbite maintenant avec notre nouvelle invitée. Bonjour Armand Taïeb. Bonjour. Alors, vous êtes président fondateur de Tesla Magazine. Le nom est assez explicite. Vous êtes entièrement dédié à l'actualité d'Elon Musk, dont Tesla, mais dont aussi SpaceX. Il y a eu un lancement réussi récemment d'une capsule réutilisable. Et du coup, ça m'a donné envie de revenir sur cette aventure qui est SpaceX. Expliquez-nous, selon vous, en quoi ça change la donne de la conquête spatiale?
Bah, écoutez, ça change la donne à trois niveaux. Le premier, c'est que maintenant, ça ouvre la voie aux vols commerciaux. Donc, ça devient une réalité grâce au partenariat avec Space Adventures, qui est un opérateur comme pourrait l'être Air France pour les vols. Et ça ouvre également la voie à une réduction des coûts qui a été le leitmotiv de la création de SpaceX. L'idée, c'était de réduire les coûts. Et ça a été réussi grâce aux lanceurs. Donc, si vous avez suivi le lancement le 30 mai, sont revenus sur Terre une fois le lancement effectué. Et ça, c'est permis grâce à une technologie qui est la propriété de SpaceX, qui est donc la réutilisation des lanceurs. Et c'est quelque chose de très novateur, qui implique beaucoup de technologies, notamment des technologies qui permettent de sécuriser les lanceurs une fois qu'ils reviennent sur Terre, et ainsi de réduire drastiquement les coûts. Tout le monde comprend que lorsqu'on réutilise une ressource qui est déjà utilisée, et bien lorsqu'elle est réutilisée, justement, elle coûte moins cher. Donc ça, c'est vraiment un pari réussi en termes de R&D. Et le troisième point, c'est tout ce qui va être désormais on ouvre une voie à une nouvelle géopolitique de l'espace grâce à l'ouverture au marché spatial pour une société privée donc qui a envoyé des hommes dans l'espace, on l'a vu, c'est des vrais humains. Et donc maintenant, ça ouvre la voie à tous les pays qui souhaitent envoyer des gens dans l'espace. Désormais, il suffit simplement de donner le chèque le plus important, donc c'est une société privée, et de booker un vol. Donc, il faut savoir que le carnet de vol pour les 2 prochaines années est assez plein, mais il y a déjà quelques personnalités qui sont pressenties à être envoyées, comme Thomas Gasquet et Tom Cruise dans les premiers à partir. Donc voilà, c'est quelque chose de nouveau. Tous les pays peuvent maintenant avoir accès à cette technologie. Il suffit d'en faire la demande et d'être franc vis-à-vis de SpaceX. Oui, d'avoir un bon carnet de chèques. Et alors, autour de SpaceX, il y a d'autres projets technologiques qui se sont développés. Je pense notamment à Starlink, qui projette en fait de couvrir l'ensemble de la planète à partir de centaines de satellites. Il y a d'autres choses comme ça innovantes autour de SpaceX, parce qu'Elon Musk est un peu le spécialiste. Je sais qu'il y a aussi des projets de barges autonomes, de robots. Oui, il y a 3 projets effectivement qui sont totalement disruptifs liés à SpaceX et qui sont totalement aussi dans le business plan. Et ça, les gens effectivement le perçoivent peut-être pas assez, mais SpaceX est une société qui a vocation à emmener les hommes sur Mars. Donc, à partir du moment où on a un projet comme ça, il faut assurément des sources de revenus qui soient très tangibles économiquement. Et Starlink, donc c'est un opérateur, donc là tout le monde comprend la rentabilité. Ensuite, il y a la création d'une base lunaire qui sera assurée en grande partie par SpaceX. Donc là aussi, c'est de la création, c'est totalement nouveau. Et effectivement, il y a une vision prospective qui est celle d'envoyer des centaines d'humains sur Mars et qui se passera via des barges qui seront positionnées dans l'Atlantique. Donc Elon Musk en parle régulièrement sur Twitter. Et où on prendra vol dans des vols spatiaux qui nous porteront sur Mars vers des habitations qui seront créées. Et tout ça doit se faire grâce à la manne financière qu'apportera Starlink. Donc l'objectif, c'est vraiment de connecter tout le monde à l'Internet, un Internet qui sera ultra rapide et qui sera surtout disponible partout pour un même opérateur. Donc c'est quelque chose de très disruptif. On ne sait pas tout sur tous ces satellites qui ont été envoyés dans l'espace. Leur fonction, on n'est pas au courant à 100%, mais ça va se préciser. Voilà, encore il y a 2 jours, on parlait d'un nouveau GPS qui serait opéré par Starlink. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc vous suivez ça attentivement, Armand Taïeb dans Tesla Magazine. Merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon, on va dire, du projet SpaceX. Et puis on va partir découvrir des robots maintenant. Et demain, comment partagerons-nous le monde avec les robots? De quoi seront-ils capables dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? La France comptera-t-elle dans cette course à la robotique intelligente? Eh bien, il s'avère que cette année devait justement être celle de la robotique en France. Des milliers de robots étaient prévus en Nouvelle-Aquitaine ces jours-ci. Et puis le coronavirus a tout arrêté. Les robots sont restés confinés. Alors, on a quand même eu envie de leur rendre une petite visite à travers Dominique Duhaut, qui est l'un des 4 initiateurs de ce qui devait être donc la RoboCup en France, la RoboCup 2020. Bonjour Dominique Duhaut.
Bonjour. Vous êtes cofondateur, je disais, de la RoboCup France. Et donc, j'imagine que vous êtes très triste là, à la minute où je vous parle, parce qu'on devrait être à la dernière journée de la RoboCup, qui a donc été annulée. Vous avez laissé les robots chez eux. Absolument, oui, ça devait se terminer hier après-midi. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que vous avez pris la décision d'annuler tout ça? Parce qu'il y a des événements qui peuvent se faire maintenant en distanciel, hein, comme on dit. Oui, là, la difficulté, c'est quand même que si on veut que les équipes de robots se rencontrent physiquement sur le terrain, il faut qu'on puisse les faire venir sur place. Donc, c'était très difficile de faire une compétition à distance. Ça pouvait se faire sur les compétitions en simulation, mais pas sur les compétitions en robots réels où les robots s'affrontent sur le même terrain. Alors c'est ça, parce qu'on va préciser que la RoboCup, c'est une sorte de coupe du monde de foot, mais jouée par des robots finalement. C'est bien ça? Alors, il y a quatre grandes épreuves différentes à l'intérieur de la RoboCup. Il y a effectivement le foot, où là, l'objectif, c'est d'étudier des groupes de robots, des équipes de robots qui s'affrontent dans des univers hostiles, puisqu'en face, on a une équipe qui essaye de vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Et il y a trois autres catégories, qui sont les robots à domicile, où là, il s'agit de simuler un appartement et de simuler des services d'un robot dans un appartement. Ensuite, il y a une épreuve en rescue qui est l'épreuve sur désastre, c'est-à-dire après un tremblement de terre, par exemple. C'est venu après le tremblement de terre de Kobe. L'idée, c'est de déployer des flottes de robots pour aller aider et cartographier les environnements. Donc ça, c'est une épreuve particulière. Et la dernière épreuve, c'est une épreuve industrielle, où là, les robots doivent, en équipe, construire le plus rapidement possible, résoudre le plus rapidement possible un problème. Donc ils ont une tâche à résoudre. Et alors, vous avez préparé quand même cette édition avant de la reporter. Qu'est-ce que vous avez pu constater en matière d'intelligence artificielle, de progrès sur l'autonomie des robots? Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qu'on ne verra pas cette année? Alors, je peux faire part de mon expérience, puisque j'ai participé à la première RoboCup il y a plus de 20 ans. Et donc, l'évolution est colossale, mais c'est comme dans toutes ces technologies qui avancent très très vite. Les robots maintenant jouent au football d'une façon visiblement belle, c'est-à-dire ils arrivent à se faire des passes, ils vont très très vite, ils vont sur le terrain. En termes d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'ils sont capables de prendre des décisions en temps réel et de reconnaître la situation d'une façon impressionnante. En rescue, vous avez par exemple des robots qui sont maintenant capables de franchir des obstacles. Alors là, c'est de la conception de robots qui intervient, et c'est plus des équipes, mais ce sont des conceptions mécaniques, de mécanismes extrêmement sophistiqués qui vont permettre de garder de l'équilibre, de ne pas tomber, etc., etc. Il y a énormément de progrès, et c'était à l'origine une épreuve d'intelligence artificielle. C'est aussi devenu une épreuve de robotique avec la réalisation et la construction de robots. Et alors vous êtes également professeur en informatique à l'Université de Bretagne Sud. Vous avez dirigé plusieurs projets en matière de robotique pour le CNRS notamment. Vers quoi sont tournés là actuellement vos travaux de recherche ? Oui, alors effectivement, c'est même ma fonction principale d'être prof à l'université. Les travaux de recherche aujourd'hui, c'est essentiellement dans les robots interactifs. C'est-à-dire qu'avant, quand on a commencé la RoboCup, l'objectif c'était de faire des robots autonomes. En fait, on se rend compte que faire des robots autonomes, ça n'a pas un grand intérêt parce que s'ils ne collaborent pas avec l'homme, c'est pas passionnant. Alors collaborer avec l'homme, ça peut être des robots, par exemple à domicile, quelqu'un qui vous aiderait à domicile dans votre vie de tous les jours, et à ce moment-là, il y a toute une dimension sociale qui intervient, et là on rentre sur des domaines qui sont plus de la science dure, je dirais, c'est de la science psychologie, civisme, il faut être poli, il faut respecter des règles sociales, etc., etc. Et puis un deuxième aspect des robots interactifs, c'est ce qu'on appelle les cobots aujourd'hui, et on a actuellement un projet avec mes collègues de Bordeaux, une entreprise à Limoges, où on conçoit des robots que les utilisateurs dans l'usine vont pouvoir configurer en leur montrant ce qu'il faut faire, et à partir de là, les robots vont être capables de, alors entre guillemets, comprendre
et donc d'agir comme le demande l'homme qui est à côté. Alors ça pose énormément de problèmes, ça a l'air très simple comme ça, mais c'est très très difficile quand vous n'avez pas Bac plus 18 ou en robotique de programmer un robot simplement en lui montrant, en faisant des démonstrations et en discutant avec lui. Donc comment faire pour rendre ça simple? C'est un des objectifs de notre recherche. Oui. Oui, le COBO, donc le robot collaboratif, qui est effectivement très important aujourd'hui dans les usines. Jacques Rosselin, vous aviez une question ou une réaction? J'ai écouté avec beaucoup de passion Dominique Duhaut et je suis content, moi, de l'arrivée des robots dans le foot. Je pense que ça va améliorer le QI général des joueurs de foot dans le monde, la moyenne en tout cas. Non, je voulais savoir, est-ce que les robots, quand ils jouent au foot, est-ce qu'ils ont une éthique? Est-ce qu'ils trichent? Est-ce qu'ils se donnent des coups comme font les vrais joueurs de temps en temps, comme ça, en douce? Alors il y a des règles, c'est-à-dire que les premières RoboCup, on se rentrait dedans parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et donc on a dit que c'était pas tolérable, on n'allait pas détruire nos robots, donc on a mis des règles on n'a pas le droit de se pousser, on n'a pas le droit de se rentrer dedans, donc c'est pas de l'éthique, ce sont des règles qu'on a mises. Au début, c'était un arbitre humain qui intervenait et qui éventuellement sifflait l'arrêt du jeu. Et donc les robots s'arrêtent, ils vont se remettre à une position donnée et le jeu repart. Maintenant, c'est carrément un arbitre robotique qui fait la même chose, mais voilà, qui fait respecter les règles. Pas de transgression là. Pardon ? Pas de transgression, ils n'ont pas l'idée eux-mêmes de, pour gagner, faire un geste qui soit illégal. Alors, ils n'ont pas l'idée, mais étant donné qu'il y a énormément de chercheurs, il y a deux catégories de résolution du problème. Il y a ceux qui programment les ordinateurs, je dirais, à l'ancienne, et puis ceux qui font des algorithmes d'apprentissage. Et de temps en temps, dans les algorithmes d'apprentissage, on a des surprises, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas au comportement du robot qui a appris, par exemple, tout seul à aller taper dans un ballon et qui va des fois prendre des chemins un peu particuliers. Donc oui, effectivement, de temps en temps, ils peuvent leur arriver d'avoir des comportements bizarres. Oui. Alors, on ne va pas rentrer dans les règles d'éthique, malheureusement, c'est pratiquement la fin de cette émission. Merci beaucoup Dominique Duhaut d'avoir été avec nous, donc un des initiateurs de la RoboCup qu'on découvrira, j'espère, en 2021. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est donc presque la fin de cette émission puisque à suivre, il y a le Lab Startup avec 4 startups innovantes à découvrir. Et puis nous, on continue les conversations sur la tech dès demain.